Bonjour tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une rapide introduction au design fiction. Donc, je vais vous présenter un peu ma vision du design fiction. C'est pareil, c'est une pratique qui évolue. Moi, je vois plutôt le design du coup comme une pratique. Je le définis plutôt comme une pratique, quelque chose qu'on va venir expérimenter, qu'on va mettre sur le terrain avec de la théorie, mais surtout quelque chose qu'on doit confronter sur le terrain. Donc, ça va être assez... il y aura une partie théorique sur ces aspects-là et je vais essayer à chaque fois d'illustrer le plus possible avec des exemples d'autres agences, des exemples que j'ai pu mener, sur des projets que j'ai pu mener. Et on va essayer de voir ensemble un petit peu ce qui se cache derrière le mot de design fiction. Alors je vais juste me présenter, donc je m'appelle Maxime Simon. Je travaille sur le design fiction depuis un projet de recherche, un mémoire de recherche que j'avais commencé en 2015 sur le design fiction et sur l'envie de créer une méthodo, de regrouper un peu plusieurs méthodos issus du design fiction appliqués à des contextes de projets en entreprise ou sur des collectivités ou des organismes publics. Mais l'idée principale était de réussir à prendre une méthodo qui était encore un peu à l'époque, en tout cas sur le milieu français, assez appliquée au milieu assez muséal, au milieu plutôt scolaire, d'étudiants en design ou en art, et de réussir à convaincre un peu des chefs d'entreprise ou des chefs de collectivités publiques à s'intéresser à cette méthodologie-là et à y voir des intérêts, parce qu'on va voir que, à première vue, le design fiction est un peu compliqué à vendre, à acheter dans le cadre d'une démarche de design un peu plus traditionnelle. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Crafters Crew, qui est un collectif de designers. Donc, nous, on est spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises, de collectivités publiques. On mène des ateliers collaboratifs, on crée des outils collaboratifs pour essayer d'accélérer ces projets-là. Et c'est notamment dans ce contexte qu'on a mené un certain nombre de projets de design fiction par des outils et par des ateliers collaboratifs. Alors, je vais vous faire une toute petite intro sur qu'est-ce que, personnellement, vraiment mon expérience, pourquoi j'ai voulu me tourner vers le design fiction. En fait, mon héritage et pourquoi j'ai voulu me tourner vers cette pratique-là, je me suis posé la question, surtout à la fin de mes études, je me suis dit, on a un gros héritage, et en France c'est le cas en tout cas, de la critique, la culture de la critique. On a des cours de philosophie, on a des critiques, on a des débats, des discussions, on a tout un univers comme ça autour de ces discussions-là. Et ma crainte à la sortie des études, c'était de me dire, bon ben moi je vais pas faire un métier artistique, je vais pas faire spécialement des démarches, ou en tout cas un métier où les gens seront intéressés plus que ça de mon avis, je vais pas être essayiste, ou je vais pas écrire des articles ou ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de toute cette essence critique qu'on m'a donnée pendant mon éducation, que ce soit dans le cercle amical, familial ou scolaire. Et je me suis posé la question de ça. Et en tant que designer, comment j'allais continuer à avoir cette notion de critique, parce que le design est quand même assez tourné vers le social, et comment je pouvais continuer à maintenir cet élan critique-là. Et en parallèle de ça, je me suis posé la question de savoir quel type de médias aujourd'hui fonctionnait bien en termes de critique, vers quel type de médias aujourd'hui on pouvait trouver la critique. Et je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait autour de la fiction. Est-ce que la fiction, que ce soit par des essais, que ce soit par les Fables de La Fontaine, que ce soit par des films de science-fiction, il y a tout un univers de critique et de la critique qui est mainstream. Et c'est là où c'est ce qui m'intéressait, c'est plutôt cet aspect assez populaire, au sens vraiment bénéfique, hein, enfin positif. En tant que designer, moi je m'intéresse plutôt à voir des choses pour le grand nombre. Enfin, ou pour en tout cas tout le monde. Si on reprend la définition de Findley du design qui dit qu'il essaye d'améliorer, ou en tout cas d'essayer d'accroître l'habitabilité du monde. En tant que designer, on se donne cette mission d'essayer d'améliorer ou de stabiliser cette habitabilité-là. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à trouver un média qui était un média assez populaire, assez mainstream, et l'objet de la fiction s'est proposé. Alors, je vais vous poser une toute petite introduction sur l'héritage un peu historique du design fiction, pour que vous puissiez bien le comprendre dans son contexte historique. Je ne vais pas faire un cours de design, j'en ai pas les compétences et on n'en a pas non plus le temps. Grosso modo, il y a un moment qui est important, c'est l'architecture radicale.
qui est un mouvement des années 60-70, qui vient commencer par les médiums qu'ils ont utilisés dans leur construction, dans les moyens de rendre, et je vous montrerai tout à l'heure des exemples, mais aussi par leur démarche. Ils ont commencé à initier un petit peu cette méthode et cette envie de poser par des médias, de poser par des discours, par des exemples, de projeter dans des mondes, de projeter dans des discussions via un travail de création, via un travail créatif. Donc on commence à poser cette question de prospection, donc quelque chose qui n'est pas encore là, par ce début de travail dans les années 60-70. Ensuite vient le critical design, qui a été théorisé par Dune et Rabi essentiellement en 99, où par le design, on vient pointer des choses qui ne fonctionnent pas, enfin que les designers identifient comme des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas bénéfiques pour les utilisateurs, pour la société en général, pour l'environnement. On vient les pointer par des critical design, donc par des objets manifestes qui vont venir pointer ces éléments-là. Donc on sent qu'on est un petit peu quand même à mi-chemin par les supports qui vous sont montrés, je vous montrerai quelques exemples juste après, mais qu'on est quand même un pied un peu dans le muséal, qu'on est un petit peu dans la représentation de musée. Et en termes de public, on a aussi un public à l'époque qui est plutôt un public muséal, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas non plus à une grande masse de population. En tout cas, une masse de population qui est avertie. Ensuite vient speculative design, donc qui est aussi du même couple d'une et Rabi, où là on va rajouter quelque chose en plus, donc on est toujours dans cette idée de venir critiquer, de venir pointer des éléments, sauf que cette fois-ci on va venir les projeter dans de la spéculation et dans des choses qui ne sont pas encore là. Donc c'est-à-dire que non seulement on vient critiquer des choses qui sont là aujourd'hui, mais en plus on vient les projeter dans un futur ou dans un monde qui est alternatif, qui n'est pas encore présent, ou qui n'existera sûrement jamais. Mais en tout cas, on vient pointer ces critiques dans cette projection-là. Et enfin, vient en 2008 le design fiction, qui se place un petit peu en héritier de tous ces éléments-là, mais qui, lui, aura pour vocation de venir vraiment un peu plus s'ancrer, de façon encore un peu plus insistante, dans le quotidien et dans une pratique quotidienne du design, de la représentation d'objets, de représentation de services, etc. Je vais vous montrer des exemples et tout ça sera beaucoup plus concret. Alors je vous montre une définition, c'est le seul paragraphe qu'il y aura dans la présentation. Je vous propose cette définition-là du design fiction qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la mienne, mais il y en a d'autres. Cette définition elle va juste nous servir un petit peu de trame sur la présentation et elle viendra délimiter les grands chapitres, les 3 grands chapitres, on va dire, de cette petite introduction. Alors le design fiction, c'est un design qui n'existe pas encore dans notre monde et donc dans le présent, c'est un design qui s'inscrit dans un milieu fictif. Le designer de design fiction réalise un produit fictif qui est ancré dans un futur spéculatif ou un présent alternatif pour soulever un questionnement, provoquer un débat et non pour créer un objet commercialisable. Le designer sollicite l'imaginaire du spectateur et modélise un objet plausible et crédible dans un univers fictif cohérent. Alors on va prendre point par point, on va commencer par le premier point. Le premier élément, on va dire que c'est les 3 grands piliers. Le premier qui est de dire que le design qui n'existe pas dans notre monde et donc dans le présent, c'est un design qui s'inscrit dans un milieu fictif. Premier point qui est très important en design fiction, c'est qu'on va venir construire le monde dans lequel on va être. C'est ce que j'appelle le world building, c'est-à-dire que vu qu'on va venir se projeter dans un univers qui n'est pas encore présent, alors vous pouvez vous dire que c'est par exemple dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, on va venir construire cet univers-là. Donc c'est le world building. On va venir construire un élément qui va être cohérent, donc c'est des choses qu'on retrouve beaucoup en fantasy ou en fiction. On va essayer, par de l'imaginaire, de construire quelque chose de cohérent. Et c'est très important, c'est pas parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'imaginaire ou de la spéculation que ce sont des éléments qui sont incohérents entre eux ou qu'il y a un côté surréaliste qui est trop fort. Bien au contraire, c'est comme si on n'imaginera jamais que dans Le Seigneur des Anneaux, il y ait un sabre laser. Pour autant, Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose, c'est une œuvre de fiction. Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre de fantasy. Star Wars, c'est une œuvre de fiction. Néanmoins, il y a 2 univers qui sont complètement indépendants et il y a des choses qui ne peuvent pas communiquer. On ne va pas imaginer un elfe sortir un sabre laser parce qu'on se dit que dans Le Seigneur des Anneaux, ces technologies-là n'existent pas. Alors même que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des elfes, il y a de la magie, il y a tout un tas de choses qui peuvent pas non plus coller à Star Wars. Donc ça, c'est ce genre de choses qui sont importantes à comprendre, c'est que quand on va venir construire des scénarios en design fiction, donc là je vous parle de fantasy, de
de fiction, etc. Nous, on va pas être dedans, on va être dans des choses beaucoup plus réalistes, mais on va avoir cet aspect de construction d'univers qui va être très important et de construire des choses qui vont être cohérentes entre elles. Je vous montre juste des petits exemples de ce que tout à l'heure on appelait l'architecture radicale. Je vous montre juste Archigram et Superstudio parce qu'on est un peu obligé quand même d'en parler et le montrer. Quand je vous parlais des médias et des médias qu'ils utilisaient pour ces représentations-là, on est sur ce genre de type de trucs. Alors en termes de pictural, c'est assez intéressant parce que c'est assez fort. Ils réutilisent les codes de l'architecture et ils viennent en créer aussi des nouveaux. Ils peuvent aussi créer des objets manifestes comme on voit en bas à droite. Et ils se sont posés des questions, surtout à ce moment-là, sur la question de la mobilité et de la ville mobile. Et ils ont fait ces représentations-là à travers ces exemples. Ils ont imaginé à quoi pouvait ressembler la ville. Alors moi, quand j'ai découvert ça en études, c'est des exemples classiques qu'on voit en design, j'étais complètement passé à côté parce que je m'étais dit qu'ils essayaient de prédire l'avenir. Et quand j'ai vu l'expo au FRAC d'Orléans, je me suis dit, ils sont complètement passés à côté, ils n'ont pas du tout prédit, c'est pas du tout ce à quoi ressemblent nos villes. Alors qu'en fait, leur vraie volonté, c'était de venir critiquer, de venir pointer, de venir imaginer, de venir représenter ces représentations, de venir faire un pari, mais pas un pari de véracité, mais plutôt un pari de projection sur ces représentations-là, et de se dire, voilà, vers quoi on pourrait aller, vers quoi on pourrait mouvoir, et créer des discussions et créer des débats à travers ces exemples-là. Un autre exemple aussi de world building, un travail de Dougal Dixon, qui est un illustrateur et biologiste, qui a créé tout un univers et qui s'est posé la question. Donc là, on est à deux doigts entre le design et la spéculation. C'est quasiment du design fiction en 1980, où il s'est dit, bah voilà, dans 50 millions d'années, il y a notre monde qui va évoluer, qui va continuer à évoluer, et dans 50 millions d'années, il n'y aura plus l'homme. Il s'est posé la question de savoir comment les espèces végétales et animales allaient évoluer quand un super animal qui est l'être humain, qui a une emprise gigantesque sur son territoire, va laisser un gap, un trou gigantesque pour toutes les autres espèces. Donc il va complètement déséquilibrer l'écosystème qui est en route. Et donc il a imaginé l'évolution en représentant les codes graphiques qu'il maîtrisait parce qu'il est illustrateur et il faisait des représentations graphiques pour des animaux qui sont dans notre réalité, enfin dans notre monde. Donc il reprend ces codes-là et il imagine les évolutions. C'est un livre qui est vraiment très très intéressant à regarder. Je passe rapidement parce qu'on a peu de temps. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie qui est fondamentale dans le design fiction. Le designer de design fiction réalise un produit fictif qui est ancré dans un futur spéculatif ou un présent alternatif pour soulever un questionnement, provoquer un débat et non pour créer un objet commercialisable. Alors là, c'est le point qui paraît être presque le plus paradoxal quand on parle de design, c'est-à-dire que l'objectif du designer ou de l'équipe qui va travailler sur un projet de design fiction va pas avoir pour vocation de créer un objet qui est commercialisable en soi. C'est-à-dire que la sortie, par exemple, si on dit qu'on sort sur un atelier de design fiction, la sortie, l'objet, c'est pas quelque chose qu'on veut vendre. En fait, ça serait très risqué de vouloir vendre à tout prix ce qu'on veut sortir à la fin de l'atelier, parce que si on se met dans une démarche de critique, si on se met dans une démarche de dénonciation, de pointer des éléments, si on se met dans la tête de vouloir le commercialiser, on aurait tendance à venir ensuite le lisser, à venir le montrable, donner une bonne image de la société ou de la collectivité, peu importe. Mais en tout cas, ça vient nous mettre une contrainte. En fait, le designer, ce qu'il va vendre, les personnes qui vont travailler sur ça, ils vont vendre le questionnement, ils vont vendre le débat qu'il y a autour, ils vont vendre aussi les objets qui vont servir au débat, donc on en parlera tout à l'heure, ces objets-là qui peuvent s'incarner, qui vont être des témoins du futur, qui vont être des témoins des représentations-là, qui vont servir la fiction, qui vont servir la narration. Ça s'appelle des artefacts diégétiques, je vous montrerai des exemples juste après, mais en tout cas, voilà, il n'aura pas pour objectif de venir montrer ça. Alors, le design fiction, pour qu'on le comprenne, il vient un petit peu se heurter à une tendance qui est actuelle et qu'on appelle le design lisse, enfin, qu'on peut appeler comme ça, qui est par les interfaces, par la navigation, même par la représentation des objets en design produit, qui est de vouloir venir lisser les expériences, qui est de vouloir de faire des choses extrêmement souples, fluides, presque instinctives, intuitives, là où l'idée de faire une interface intuitive
et presque absurde parce qu'en réalité c'est plutôt de l'ordre de l'apprentissage que de l'intuition. Mais en tout cas, on a cette tendance, cette mode qui existe depuis pas mal d'années, qui est de vouloir venir lisser ces expériences-là. Le design fiction, lui, il va venir s'opposer à ce genre de représentation. C'est-à-dire que quand on a une représentation du futur, en réalité c'est soit ultra catastrophique, complètement dystopique et un monde qui s'écroule, soit une représentation du futur qui est ultra lissée. Alors on parle de futur, je parle de futur nettoyé à l'eau de Javel, parce qu'on a ces représentations-là, des représentations de villes dans notre imaginaire. C'est ce qui va participer aussi à l'imaginaire collectif, et on verra que c'est aussi un biais qu'on utilise énormément en design, parce qu'on s'appuie sur ces imaginaires-là qui sont en jeu. Alors vous comprendrez que le design fiction, c'est un petit peu ces deux représentations-là. C'est-à-dire que quand on est lors de la représentation, par exemple pour Microsoft Vision, mais il y a plein d'autres sociétés qui le font, on a des vidéos sur des nouveaux services, sur des technologies du futur, on va nous montrer un monde où il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura pas de racisme, on verra jamais de SDF dans une vidéo de Microsoft Future, ni de femmes battues ou tous les mots de la société ne transparaîtront jamais à travers ça, ni les bugs, ni etc. Là où je vous montre Black Mirror en opposition, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Black Mirror, c'est une série qui existe depuis 2011, je crois, de mémoire, qui était une très bonne série et qui s'est ensuite fait racheter par Netflix, mais qui vient présenter de façon assez critique des usages de technologie. Et c'est assez intéressant le Black Mirror pour ça et pour comprendre ce qu'est le design fiction. On va essayer de pousser ces technos, pousser des usages pour voir quelles pourraient être les dérives. Alors là, le petit défaut de Black Mirror, c'est que, surtout sur les nouveaux épisodes, c'est qu'ils ont tendance à montrer que le côté black et un côté qui est pour moi beaucoup trop dystopique et qui se détache du réalisme. Voilà. En design fiction, on va essayer plutôt de venir nuancer, montrer les attraits d'une technologie, d'un usage, d'une arrivée, d'une innovation, et aussi de montrer ses côtés négatifs si on les pousse un petit peu dans leurs extrêmes. Ça va, c'est clair pour vous, tous ces éléments-là? Je vais assez vite, mais... Ok. Alors, on voit que là on a compris que le design fiction passait de la critique en design, et on voit comment il va pouvoir petit à petit évoluer vers du design pour les situations critiques. Le design fiction est assez intéressant aussi pour ça, c'est pour traiter de situations qui sont potentiellement critiques, des situations qui sont complexes. Je vais vous montrer un exemple avec un projet qui a projeté les participants, donc c'était pour une grande entreprise, plutôt dans le secteur de l'agroalimentaire, et ils avaient besoin de projeter une grande partie de leurs salariés dans un monde à plus 3 degrés, dans un réchauffement à plus 3 degrés. En fait, ce qui est assez intéressant avec ce sujet-là, c'est qu'on a tous conscience, à part quelques personnes dans le monde, mais on a tous conscience que le réchauffement climatique va arriver, est là, et qu'il va y avoir un réchauffement de plus 3 si on est optimiste. Là, on a un peu plus de mal, c'est de se projeter personnellement dans ces éléments-là. C'est un petit peu comme quand vous dites je sais que je fume, je sais que c'est très mauvais pour moi, je risque de mourir de quelque chose, donc je peux mourir de la cigarette. C'est un petit peu le même biais cognitif qu'on a là et contre lequel on essaye de se battre à travers ces représentations-là. Donc en fait, ce qu'on avait proposé aux participants, c'est qu'on avait créé une sorte de musée de 2050, où on venait, à travers ce musée-là, représenter plein de témoins, plein d'artefacts de 2050, qui étaient des témoins de ce changement climatique. Donc on avait mis dans le musée plein d'éléments qui mettaient en jeu des futurs différents, des futurs qui étaient des fois très collapsologues, des futurs qui étaient très green techno, où la technologie allait complètement nous servir, nous sauver, d'autres qui étaient très résilients. On avait comme ça 4 grands scénarios qu'on venait un petit peu mélanger et confronter à travers ces représentations-là, ces artefacts. Donc on avait des affiches politiques qui étaient là, qui étaient arrachées, où on voyait à la fois des gens qui prenaient le local, et on se dit ouais c'est trop cool, ils prennent le local, c'est vrai, c'est la solution, et après on se rendait compte que c'était des choses qui étaient très nationalistes en fait, qui étaient plutôt des mouvements d'extrême droite qui prenaient le local. On avait aussi des extrémistes plutôt écologiques, on avait une représentation graphique scolaire des espèces disparues, comme les cartes scolaires qu'on peut trouver dans les écoles. On avait une affiche du champ de Mars qui était redevenu un champ suite à la végétalisation d'une partie de Paris. On avait aussi mis une tente
d'un réfugié climatique de France qui était pêcheur sur son île et qui pouvait pas, et qui avait dû partir et qui se retrouvait sans logement. Donc on essayait aussi de mettre toutes ces confrontations-là pour essayer de pousser les gens à se poser des questions, à se confronter et à s'immerger dans ces éléments-là. Donc ça, c'est toute cette partie-là du design fiction qui est très importante, qui est l'idée de venir s'immerger dans une situation, dans un monde, pour qu'on se pose plus la question de la probabilité, de se dire est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver. En fait, on est là et on vous montre les objets pour vous dire que c'est là. Donc la question de la probabilité, en fait, elle rentre même plus dans l'équation parce qu'on l'a sous les yeux et on la vit. Les seules maintenant questions qu'on va se poser, c'est comment je peux résoudre ces problèmes-là. Je suis en 2050, comment je peux y résoudre, quel type de solution je peux apporter. Donc tous ces éléments, c'est des éléments qu'on construit, et ça venait à venir sur la dernière partie de la constance de la présentation, c'est que toutes ces choses, elles sont appuyées par des analyses de sociologues, des analyses d'experts, on s'est appuyé sur un cabinet qui travaille sur le développement durable, tous ces éléments-là, beaucoup d'interviews d'experts pour construire quelque chose qui soit sourcé et crédible, c'est très très important, comme une vraie œuvre de science-fiction qui va s'appuyer sur des éléments qui sont des vrais éléments scientifiques, des vrais éléments sociétaux. Alors c'est flou, voilà, donc ça c'est tous ces éléments-là. On va prendre un élément et on va travailler sur les effets. Alors c'est très important, les effets, et ça on peut l'appliquer dans tous les jours, dans le métier, c'est de n'importe quel métier, c'est de se dire tiens, je vais prendre cet effet-là et je vais essayer de le pousser. Ok, il va avoir telle conséquence. Si je prends cette conséquence-là, je la pousse et je vois que pour les pêcheurs, il peut y avoir telle et telle et telle conséquence. C'est un truc qui est très important et c'est ce qui nous permet à la fois de pressentir les imprévus et de sentir les imprévus. Alors je prends juste un exemple, mais qui est un peu lourd vu le contexte d'aujourd'hui. Mais si on prend par exemple le Covid, la Covid, on essaye de juste sur une toute petite branche de se poser la question. Quand le Covid est arrivé, ça a entraîné une grosse annulation des vols. Tout de suite, immédiatement, il y a énormément de vols qui sont annulés. Suite à cette annulation de vols, en fait, on s'est rendu compte que toutes les grandes chaînes météo dans les différents pays ont eu un mal gigantesque à faire des prévisions météorologiques parce qu'en réalité, la plupart de leurs sondes étaient sur les avions. Du coup, ça, c'est un truc qui n'était pas prévu, si on ne se projette pas forcément. C'est un truc qui n'était pas prévu, on se rend compte qu'il n'y a pas de météo. Le problème, c'est que par exemple, si on pousse et qu'on continue cet effet-là, on peut se dire, dans l'agriculture qui est de plus en plus connectée, les agriculteurs ont une assistance technologique de plus en plus prédictive. Gros problème sur les prévisions météorologiques des agriculteurs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on se dit, les agriculteurs qui ont eu ensuite d'autres problèmes pour pouvoir distribuer leurs produits, ils ont eu des problèmes aussi pour venir acheter leurs produits, ils ont eu moins aussi de main-d'œuvre normalement, donc qui venaient d'autres pays, qui étaient des pays frontaliers à la France et suite au confinement. Donc on se rend compte que tous ces effets-là, si on les met bout à bout, on arrive sur une proposition de scénario qui peut être intéressante. Alors l'objectif, vous l'avez compris, c'est pas de le faire au moment présent, parce que c'est un peu tard, mais c'est plutôt d'essayer de se poser des questions sur des choses qui sont là aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est d'essayer de pressentir ces petits éléments-là, de les pousser et de se poser la question dans notre société, qu'est-ce que ça pourrait, ce sur quoi ça pourrait aboutir et quels pourraient être les problèmes pour notre société. Alors on voit très bien quand on prend une techno, on se dit qu'est-ce que ça pourrait faire le big data si on fait telle ou telle chose, mais c'est vrai que c'est assez intéressant quand on a des éléments qui sont imprévus, d'essayer de les pousser et de voir ce que ça pourrait donner. Alors ça, c'est tous ces éléments-là, c'est les artefacts diégétiques, je vous ai déjà dit le mot plusieurs fois, mais je vous montre écrit. Donc là, tous ces éléments-là qui sont des objets de projection, donc là on avait une facture EDF qui nous montrait qu'en France, pendant le réchauffement climatique en 2050, vu qu'on a une représentation, enfin une consommation qui est essentiellement due au nucléaire, on sait qu'en 2050, suite aux canicules, les centrales devront fermer parce qu'elles ne pourront pas suffisamment se refroidir. Donc on va repasser sur des énergies, en tout cas si rien ne change, on va repasser sur des énergies fossiles pendant ces passes-là. Donc nous on a imaginé, donc on reprend, vous avez compris, tous les codes d'une facture EDF pour plonger les personnes dans ce médium-là. Et on vient dire, et on vient inventer deux tarifs. On vient dire, il y a le tarif canicule et il y a le tarif normal. Le tarif canicule, c'est quand on peut plus utiliser le nucléaire et qu'on utilise les énergies fossiles qui sont plus chères. On avait imaginé le packaging de saumon de synthèse. Quand les gens y sont arrivés, c'est pareil. On avait aussi des jus de fruits qui étaient des jus de fruits qui venaient de la ceinture de Paris. En fait, c'est essayer d'initier plein de petits éléments, plein de petits détails qui les projettent et qui va faire en sorte de faire ce travail un peu de projection pour les gens.
Bon, je ne vais pas m'attarder parce qu'il me reste que 3 minutes. Je vous montre ici les trois strates du design fiction et qui sont très importantes. Ce que je vous montrais là, c'est pourquoi on fait des artefacts et pourquoi on fait tous ces éléments-là. C'est pour un petit peu mettre de côté ces deux éléments. Le terrain, c'est dire le contexte. Donc là, par exemple, le réchauffement climatique. Et là, la technique, c'est de dire, bah tiens, on sait que techniquement, c'est possible. En fait, ça, c'est des choses, on n'a pas envie qu'on ait le débat de savoir s'il y a un réchauffement climatique, on n'a pas envie de savoir si c'est techniquement possible de faire du jeu de fruits dans la petite ceinture de Paris. Mais la question qui est là, c'est l'essence du discours, c'est de se poser la question, bah qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça induit d'avoir un champ d'orangers, par exemple, dans Paris? Qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Et c'est là où est l'important de notre travail, c'est d'arriver à cette essence-là du discours et de ne pas se poser la question de la probabilité. Ça, je ne vais pas vous en parler. Ça, par exemple, c'est un travail du Near Future Laboratory, qui sont parmi le premier studio de design fiction dans le monde, qui ont fait un travail aussi avec IKEA sur le catalogue du futur, avec toutes ces technologies qui sont intégrées. C'est juste pour vous représenter un autre moyen de représentation des objets, des artefacts, à travers là un catalogue. Ça, c'est un travail qu'on avait mené avec les étudiants du pôle design de Villefontaine sur aussi les dérives potentielles du Covid. On était encore dans la thématique. Ils ont imaginé tout un système de production. Donc, ils se sont posé la question de la crise d'autorité. Donc, la crise d'autorité, en fait, c'est quelque chose qui était déjà présent dans l'agroalimentaire, qui était aussi présent dans la cosmétique. Et ils ont senti ce signal faible qui était le homemade, où les gens font leur propre nourriture, ils font leur propre pain maintenant, ils font leur propre cosmétique. Ils se sont dit, bah maintenant, il y a une crise d'autorité autour du sanitaire, et si les gens se mettaient à faire leurs propres médicaments. Alors ça voudrait dire qu'on aurait une base qui serait certifiée et on aurait d'autres éléments que la personne pourrait faire elle-même. Donc ils avaient imaginé les avantages et toutes les possibilités qui pourraient se faire autour du self-médicament. Il nous reste à peu près pas trop de temps. Je vous montre cette représentation-là qui est très connue de Stuart Candy. Je vous la montre parce que si je ne vous l'ai pas montré, je n'ai pas bien fait une présentation sur le design fiction. C'est une représentation qui vous permet de représenter un peu ce que je vous ai dit sur, en fait, quand on fait du design fiction, on va essayer de venir pointer différents futurs. On ne va jamais affirmer évidemment ce que va être le futur. C'est pas du tout l'exercice et c'est trop risqué et enfin on sait qu'on n'y arrivera pas. Mais au contraire, c'est essayer de venir proposer différents futurs. À travers une même fiction, on va montrer des choses qui sont probables et des choses qui sont un peu moins probables pour les personnes. Alors vous comprenez que ça va dépendre pour qui on s'adresse, hein, mais à chaque fois qu'on va les pousser dans cette représentation-là, on va essayer de jongler entre des choses qui sont probables et d'autres choses qui sont un petit peu moins probables. Alors pourquoi on fait ça? C'est à la fois, je vous montre une toute petite technique, c'est plus on va aller dans des choses qui sont complexes en termes d'acceptabilité de l'élément, et puis on va essayer de les rassurer avec un artefact qui est connu pour eux. Donc c'est-à-dire que là, si on refait l'exercice, je vous ai montré juste 2 exemples par rapport au projet que je vous ai montré tout à l'heure sur le plus 3 degrés. Plus on va, par exemple, celui-ci, c'était un magazine qui montrait que le vin de Lille était arrivé. Okay, donc en soi, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, c'est de dire qu'à Lille, ils vont faire du très bon vin. Suite au réchauffement climatique, on pressent que tous les vignobles vont devoir remonter de plusieurs kilomètres dans le nord suite au réchauffement climatique, et tous les vignobles vont devoir évoluer suite à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à accepter pour la plupart des gens, okay, parce que ça demande un grand effort de projection. Donc c'est pour ça, là, on utilise un médium qui est plutôt un médium mainstream, qui est une représentation de papier de publicité Carrefour. On va venir présenter en disant bah c'est super, il y a un nouveau vin de Lille qui est arrivé. On va toujours essayer de jongler comme ça entre des choses qui sont complexes à accepter avec des artefacts qui sont eux beaucoup plus mainstream. Je pense que je vais à peu près m'arrêter là parce que sinon je vais pas avoir de grosses. Je termine juste avec un truc qui est important, je peux.
Ok. Il y a aussi un gros travail qui se fait sur les imaginaires. On prendra le temps après pendant la table ronde pour en discuter, je ne vais pas prendre le temps des autres, mais qui est sur la question des imaginaires et la préparation des imaginaires. En fait, en design fiction, on joue énormément sur cette question de la représentation. Si on parle par exemple de voitures du futur, on a tous en tête soit une voiture volante ou soit une voiture maintenant autonome. Okay. Et c'est très difficile de pousser au-delà de ces représentations-là. En fait, on va à la fois s'appuyer sur cet imaginaire-là, parce qu'il va nous aider à projeter, mais en même temps, il peut être un gros frein. Moi, c'est ce que j'appelle les imaginaires qui sont des imaginaires saturés. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont tellement vues et revues, et on les voit tout le temps de la même chose, de la même façon, que ces imaginaires-là sont des imaginaires saturés, il est très compliqué. Alors aujourd'hui, quand un client, et c'est déjà arrivé, il vient nous voir en nous disant « on va travailler sur la voiture de demain », comment on fait? Il y a un gros travail de déconstruction de ces imaginaires-là et de ce travail-là. On va pas la voir parce que c'est une vidéo qui est très longue et on n'a plus du tout le temps, mais c'est une vidéo de l'INA des années 70. On demandait à des jeunes de 20 à 25 ans sur, pour vous, ça sera quoi l'an 2000? Alors on s'en fout de savoir s'ils ont eu raison et tort, parce qu'ils ont tous eu tort et c'est pas l'objet, mais ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils imaginaient. Ce qu'ils ont fait, et je termine vraiment là-dessus, c'est ils ont projeté, ils proposent deux technologies, disant en l'an 2000, on aura l'aérotrain et le Concorde, qui nous permettront d'aller super vite, super loin et de façon hyper ouverte. Ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, c'est vraiment les deux technos qu'ils citent, c'est que les deux technos sont complètement mortes, il y en a une qui a jamais vu le jour et l'autre qui s'est écrasée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on reprend ce code-là que je vous montrais tout à l'heure, où nous, on essaye de zigzaguer entre toutes ces représentations, ils ont pris leur représentation du présent et ils les ont projetées dans le futur. Ils ont pris l'aérotrain, qui était une nouvelle technologie, ils ont pris le Concorde, qui était une nouvelle technologie, ils l'ont projeté, ils se sont dit, ça va être un peu mieux. Et c'est un peu ce qu'on fait avec les voitures volantes, c'est un peu ce qu'on fait avec les voitures autonomes. On prend notre techno et on la balance dans le futur en disant que ça va bien fonctionner. Pareil, et là, c'est le mot de fin, sur nos représentations. Il y a deux choses qui poussent, et ce sont des fantasmes. Ils poussent la paix dans le monde et le crabe, le cancer. Et ils disent qu'il n'y aura plus de maladies dans le monde et qu'il y aura une éradication du cancer. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est une volonté à venir projeter des fantasmes, des problèmes actuels, et de se dire, voilà, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, ces problèmes-là seront résolus. Donc, grosso modo, il y a ces deux biais qui sont des biais de l'imaginaire ou la représentation sociale, contre lesquels aussi on va essayer d'œuvrer en venant déconstruire, en venant proposer d'autres scénarios, en venant proposer d'autres mondes qui ne sont pas des mondes qui s'ancrent complètement à l'intérieur de ça. Ah oui, je vais juste comparer sur qu'est-ce que t'es vraiment l'an 2000. C'était la sortie de la Mégane. Il y avait Lost Story, la Tectonique, les attentats du 11 septembre et les Buffalo. Ça, c'est vraiment... Je vous parle pas de tout ça. Merci.